vais commencer. Alors, ça me fait plaisir, premièrement, de pouvoir présenter aujourd'hui un clin d'œil sur l'organisation touchant la mise en œuvre de partenariats publics-privés. C'est bien évident que les PPP, pour moi, font partie d'un univers que j'appelle la gestion de projet. Et donc, étant donné que les partenariats publics-privés font souvent référence à différents modèles de passation de marché et de réalisation de projets, c'est sûr que le partenariat public-privé englobe une multitude de différentes façons pour être en mesure de contractualiser non seulement la réalisation d'une infrastructure, mais bien souvent aussi l'exploitation et son maintien-entretien sur un certain cycle de vie. Alors, je me permets de passer tout de suite au contenu du PowerPoint, qui ne semble ne pas vouloir justement avancer. Pourquoi il n'avance pas? Peux-tu appuyer sur la touche droite de ton côté? Alors, je me permets de me présenter. Donc, je suis un avocat canadien depuis 2009. Je me suis spécialisé dans les PPP, principalement avec des projets du gouvernement du Québec. Depuis 2009, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer M. Benouna et son équipe de CETIM International, une organisation pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et depuis 2009, nous nous sommes engagés à faire de la formation et aussi des services de consultation dans le domaine de la gestion des grands projets, principalement pour la clientèle des pays en Afrique et en Asie. Le contexte de cette présentation, c'est un peu de démystifier, bien sûr, le concept de partenariat public-privé, parce que d'une juridiction à l'autre, souvent les définitions ne sont pas toujours les mêmes, ne regroupent pas nécessairement les mêmes types de passation de marché. Préciser certains changements sous-jacents à la bonne conduite de ce type d'approvisionnement de projet et bien sûr identifier des pistes de solutions permettant de renforcer les capacités de l'État en la matière. Donc, il est bien évident que toute la dynamique qui découle des PPP, on entend énormément parler depuis une dizaine d'années en Afrique. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour doter les États d'une expertise dans le domaine. On se rend compte aussi que bien souvent, les banques de développement, soit la BAD ou d'autres types de banques de développement, font bien sûr la promotion de cette approche d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que dans leur façon de voir les choses, ça leur permet d'avoir plus de capacité à respecter les budgets et les échéanciers pour la réalisation de projets parce qu'on fait un transfert de risque. Donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Souvent, l'utilisation du PPP vient du leadership politique. Donc, c'est souvent le politique qui va initier l'introduction dans l'appareil gouvernemental de ce nouveau type d'approvisionnement. Donc, c'est très important pour le leadership politique d'être en mesure d'avoir une vision d'ensemble, de clarifier les objectifs stratégiques derrière la mise en œuvre de cette expertise et puis, bien sûr, de faire une priorisation des projets en fonction d'un programme d'investissement. Alors, souvent, ça va découler d'un programme politique. Alors, un gouvernement est élu sur la base d'un programme politique et à ce moment-là, on voit qu'en ce moment, la question du renouvellement des infrastructures joue un rôle de plus en plus important pour être en mesure de générer un plus grand partage de richesses et une meilleure qualité de vie pour les citoyens. Parce que, bien sûr, avoir des bonnes infrastructures va permettre d'intéresser des investisseurs à venir s'installer dans certains pays et ça va générer de l'emploi. Donc, il est bien évident que si on veut mettre en place des partenariats publics-privés, mais encore si on veut réaliser des projets, il faut quand même mettre en place un cadre réglementaire solide. Le cadre réglementaire est vital
dans le cadre de la manière dont l'État devrait gérer son approche sur le développement de ces infrastructures parce que c'est des investissements très importants. Et donc, c'est important que le leadership politique nous dise pourquoi il veut mettre de l'avant ce type d'approvisionnement de projets. Et par la suite, bien sûr, il doit structurer les méthodologies dans son organisation gouvernementale, ce que j'appelle le qui et le quand. Alors, il va falloir qu'il précise la gouvernance, le partage des responsabilités. Il va falloir aussi qu'il s'attarde non seulement à la question de la gestion de projet, mais aussi à la gestion du portefeuille de projets, parce que c'est difficile de pouvoir juste gérer des projets sans voir exactement où on s'en va au niveau de nos finances publiques dans un premier temps, mais aussi comme c'est des projets qui lient le secteur privé au secteur public sur des longues périodes de temps, souvent on parle de 30-35 ans, bien c'est important d'avoir une gouvernance, un partage des responsabilités, une gestion de portefeuille, parce que les engagements financiers qu'on prend aujourd'hui vont se répercuter sur des décennies. Et donc, c'est important d'être très rigoureux dans la gestion de ce type d'entente contractuelle, parce que n'oublions pas, un partenariat public-privé est géré par un contrat de partenariat. Maintenant, c'est très difficile de mettre en œuvre les PPP si on n'a pas une expertise. Donc, bien souvent, c'est très important que l'État se dote d'un centre d'expertise qui va être en mesure de faire du transfert de connaissances vers les ministères et les organismes publics pour les appuyer dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc, ça veut dire que ce centre d'expertise va jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces nouveaux processus que le secteur public devra adopter et suivre, toujours bien sûr dans le cadre d'un partage des responsabilités qui est clair. Maintenant, il va y avoir aussi la responsabilité de développer, de déployer ce que j'appelle un corpus méthodologique en gestion de projet. On va voir justement aujourd'hui quelles sont les principales composantes du corpus pour être en mesure de bien guider les agents gouvernementaux dans la mise en œuvre de ce type de projet. Puis, en plus de ça, bien, c'est que le partenariat public-privé amène aussi des nouvelles manières de faire au niveau de passation de marché. Et donc, l'État va devoir aussi préciser quels sont les modèles de passation de marché qui sont reconnus pour être en mesure de réaliser des projets d'infrastructure publique. Et finalement, le troisième volet qui va être très important, c'est ce que j'appelle la question du suivi de la réalisation de projets, le monitoring et la réédition de comptes. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des contrats de performance et donc le secteur privé dans les PPP est payé sur la base d'atteinte d'objectifs précis, d'où la nécessité pour le secteur public d'être en mesure de faire un suivi constant sur le long terme, non seulement de la conception-construction d'un projet, mais bien souvent de son exploitation et de son maintien-entretien sur le cycle de vie. Donc, en fait, ici, je récapitule un peu ce que je disais. Il y a deux volets auxquels l'État doit amener un cadre réglementaire. Bien, il y a l'administration du portefeuille de projet. Qui va être responsable de cette administration? Dans certains pays, on a ce qu'on appelle un ministère des infrastructures. Dans d'autres pays, ça peut être la primature, le ministère du budget ou même des fois la présidence elle-même. Mais il reste que c'est important qu'il y ait des personnes qui soient responsables de cette administration du portefeuille de projet. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de la formation ou de la présentation. Aujourd'hui, c'est plus de parler du volet 2, qui sont les approches méthodologiques de gestion de projet à mettre en œuvre. Donc, dans les partenariats publics-privés, il y a trois grands sous-volets liés à la gestion de projet pour réaliser un projet spécifique. Dans un premier temps, c'est très important de faire une faisabilité. C'est quoi une faisabilité? On doit faire un dossier d'affaires pour être en mesure de voir la viabilité financière du projet et le type de partage de responsabilités qu'on va mettre en place avec des partenaires potentiels, des consortiums, des regroupements d'entreprises.
parce que bien souvent dans les PPP, comme on parle de plusieurs composantes du cycle de vie, bien, le consortium va devoir avoir des expertises et c'est sur ces expertises-là que l'État va s'appuyer pour être en mesure de réaliser ses projets. Mais ce n'est pas ces entreprises-là qui vont déterminer la portée d'un projet. Ça reste toujours la responsabilité du secteur public et donc d'où l'importance de bien faire ces dossiers d'affaires. Donc, au niveau de la passation de marché, je dirais qu'il y a deux univers, ce qu'on pourrait appeler les modes usuels et aussi l'autre univers qui sont les modes alternatifs ou participatifs. Alors, quand je fais référence à des modes alternatifs ou participatifs, c'est des modes où j'ai la capacité de faire un certain transfert de risque à un coût fixe aux partenaires privés. Alors, souvent, ces transferts de risque aux partenaires privés vont être en fonction de ces expertises. On va y revenir rapidement au fur et à mesure de la présentation. Et le troisième volet auquel l'État va devoir attacher une importance, va attacher une attention, ça va être bien sûr la question du suivi de la réalisation de projets sur leur cycle de vie, comme je l'avais expliqué un petit peu plus tôt. Donc, de manière générale, quand on regarde les expertises qui doivent être maîtrisées par le secteur public versus les expertises qui sont détenues par le secteur privé, ici, j'ai fait un petit graphique qui explique un peu comment l'État devrait orienter sa manière de structurer justement les expertises auxquelles lui, il doit en développer des capacités versus l'expertise qu'il va aller chercher du partenaire privé. Donc, c'est bien évident que l'État va devoir être lui-même responsable de son cadre réglementaire, qui est bien souvent rattaché à la planification et la réalisation de grands projets. Il va bien sûr devoir préparer des guides, des documents d'information sur les méthodologies touchant justement la faisabilité, alors le cadre et le contenu de l'élaboration d'un dossier d'affaires. Il va devoir développer des guides aussi sur les méthodologies de passation de marché PPP, parce que ce n'est pas les mêmes manières de faire qu'en mode usuel, c'est-à-dire nos manières de découper en silos un projet, parce que quand on est dans un mode usuel, bien, on commence par faire une conception de projet. Au travers d'un appel d'offres, on va aller chercher des architectes, ils vont dessiner une solution immobilière. Une fois que cette étape-là est complétée, je vais passer à l'étape de faire un nouvel appel d'offres pour la construction du projet sur la base des plans et devis qui ont été développés par mon premier partenaire. Puis après ça, selon le cas, bien, il arrive quelquefois qu'au moment de l'exploitation, dans certains secteurs d'activité, le gouvernement a des sociétés d'État. Je pense par exemple à la SNEL, la Société nationale d'électricité, en RDC, pour donner un exemple. Et là, bien, à ce moment-là, on pourrait dire, bien, on va, à partir de l'exploitation, nous prendre le relais de cette infrastructure-là. Ou encore, et ça ne serait pas un PPP, parce que là, on est dans un univers un peu mitoyen, parce que le cycle de vie n'est pas complet. Là, on a une conception, construction. Ça, c'est un clé en main. Si on veut tomber dans l'univers des PPP, bien, ça va être un contrat qui va inclure la conception, la construction, l'exploitation et ou le maintien-entretien. Alors, à partir du moment où on a au moins 3 composantes du cycle de vie contractualisées, on est dans un univers PPP. Parce qu'on a notre cycle de vie. Et je vais revenir plus tard sur des questions qui vont toucher des précisions sur ces composantes-là. Donc, au niveau maintenant de l'administration d'un portefeuille de projet, ben, je dirais qu'il y a eu des pratiques qui ont impacté dans les derniers 10 ans les gouvernements et on se rend compte maintenant que c'est presque impossible de faire une bonne planification stratégique des investissements quand on les lie à la durée de vie d'un gouvernement de 5 ans. Parce qu'en général, un gouvernement est élu pour une période de 5 ans. Et c'est impossible de livrer des projets ou très difficile à la période de 5 ans. Donc, une des modifications qu'on voit de plus en plus dans le monde, c'est que les gouvernements, à la place d'avoir une planification sur un horizon de 5 ans, bien, maintenant, on va avoir des planifications d'investissement dans les infrastructures sur des horizons de 10 ans. Autre élément, ben, la mise en œuvre de procédures systématiques pour faire le suivi de la gestion justement de ce portefeuille de projet. Autrefois, c'est plutôt les ministères qui géraient chacun
un petit portefeuille de projets dédié transport, énergie, etc. Aujourd'hui, on cherche à avoir un parapluie qui permet de lier tous les investissements de l'État au travers d'une seule gestion. Alors, cette centralisation-là va permettre une meilleure intégration de tous les investissements, puis bien sûr, un suivi, une réédition de compte qui va être fait en conséquence. Puis les objectifs de ces nouveaux processus-là, c'est une meilleure prise en compte des impacts financiers sur l'État, une plus grande précision sur les sommes qui sont disponibles, puis un maintien du contrôle sur le niveau maximal d'investissement. Donc là, maintenant, on va rentrer dans notre univers, vraiment le corpus méthodologique de la gestion de projet en mode de réalisation PPP. Bien, je vais vous dire, tout va commencer une fois que le cadre réglementaire est mis en place au niveau de la gouvernance, qui est responsable de quoi. Bien, il va falloir mettre en place un corpus méthodologique. Et c'est quoi? Bien, c'est d'abord faire un dossier d'affaires. Puis l'objectif d'un dossier d'affaires, principalement, bien, ça va être de préciser clairement la portée du projet. Alors, ça découle toujours d'une problématique. C'est quoi la situation actuelle versus la situation souhaitée? Donc, par exemple, je prends l'exemple de Dakar. À Dakar, il y a une autoroute qui a été faite en PPP il y a quelques années. Eh bien, l'objectif, c'était de rendre les déplacements plus fluides, amener une meilleure qualité de l'air dans la ville, parce que quand on a des grands embouteillages, c'est bien évident que il y a des coûts sociétals qui vont avoir des impacts importants économiques et de qualité de vie chez les citoyens. Donc, à Dakar, l'autoroute en PPP était de permettre une fluidité des déplacements pour le secteur de l'économie, comme pour les professionnels et les citoyens en général qui ont besoin de se déplacer. Dans un second temps, ce qui est très important dans un dossier d'affaires, c'est à partir de l'identification d'une problématique, c'est d'évaluer des options, des solutions potentielles. Et donc, dans un dossier d'affaires, on va devoir analyser quel est le meilleur rapport coût pour solutionner une problématique. Et donc, on va devoir faire une analyse comparative des options solutions. Et dans nos formations, bien sûr, à CETIM International, on explique les méthodologies liées à la question de l'analyse comparative des options solutions. Et une fois qu'une option est retenue, parce qu'on a les capacités budgétaires de la mettre en œuvre, parce qu'elle fait du sens au niveau de la problématique qu'on cherche à solutionner, à ce moment-là, sur l'option, la solution retenue, on va devoir étudier quelle est la meilleure façon d'approvisionner, de réaliser ce projet. Et là, on rentre dans l'univers pur et dur des PPP. Et là, à ce moment-là, une même solution va être étudiée en mode usuel, le mode dont le ministère aurait l'habitude de réaliser le projet, établir un échéancier des coûts et voir s'il n'y a pas un autre type d'approvisionnement qui pourrait nous amener des avantages, des bénéfices qualitatifs ou économiques sur la solution qu'on désire mettre en place. Et donc, on va bâtir un comparateur du secteur public avec un projet de référence en mode PPP. Puis la grande différence entre les deux modèles, ça va être la manière d'allouer et de gérer les risques entre les partenaires, parce qu'on sait qu'en mode usuel, il y a très peu de transfert de risques, et donc c'est l'État qui prend tous les risques, qui amène une incertitude au niveau des coûts du projet et bien sûr de son échéancier, parce qu'en mode usuel, c'est moi qui en a la responsabilité, le secteur public, tandis qu'en mode PPP, à un prix fixe, je transfère des risques techniques, des risques d'échéancier et à des coûts qui sont stipulés à l'avance. Donc, c'est très important de ne pas sous-estimer l'importance de faire un dossier d'affaires. Malheureusement, on se rend compte que dans beaucoup de pays, on sous-estime souvent cette étape. Puis c'est une étape souvent qui va nécessiter des budgets assez importants pour être en mesure de déployer la portée du projet, la manière dont on veut le réaliser.
et souvent l'État n'a pas les fonds disponibles pour faire des dossiers d'affaires et ça amène une problématique où là, l'État est obligé presque d'aller quémander à des partenaires privés potentiels des solutions sans savoir si c'est une solution qui est avantageuse pour les deux parties ou si c'est une solution qui est avantageuse juste pour la partenaire privée. Donc, si l'État veut être sérieux dans la planification de ces grands projets, bien, il va falloir qu'il fasse des dossiers d'affaires. Il peut embaucher des consultants externes, mais ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont réaliser le projet parce qu'une fois que j'ai fait mon dossier d'affaires, je dois aller en passation de marché. Et à partir de ce moment-là, je devrais être en mesure de retenir le meilleur partenaire. Puis on ne veut pas de conflit d'intérêts entre ceux qui nous ont appuyés pour définir la solution, ses coûts, son échéancier, par rapport à ceux qui vont réaliser. Donc, l'État doit se doter de budget avant même d'investir dans la réalisation d'une infrastructure pour être en mesure de faire des dossiers d'affaires. Puis ça, c'est une grande faiblesse qu'il y a. D'ailleurs, on voit souvent que les banques de développement, quand ils promouvoient un PPP dans un pays, ils vont donner des budgets pour faire un dossier d'affaires et ils vont fournir aussi des obligations liées au contenu du dossier d'affaires pour prendre une décision éclairée. Alors, bien entendu, je l'ai dit un petit peu plus tôt, bien identifier la portée et les objectifs d'un projet, sans nécessairement tout canner ou préciser les solutions technologiques qu'on veut. Parce qu'il faut faire attention, je ne peux pas imposer une solution à un partenaire. Je peux lui dire, ben moi j'ai besoin de ce type d'infrastructure, mais sans l'obliger à respecter des composantes du projet où je limite la scène concurrente. Donc, par exemple, si je sais qu'il y a une seule compagnie qui fournit tel type d'équipement et que je requiers cet équipement pour mon infrastructure, déjà, je suis en train de m'immiscer dans une situation où ça sera très difficile après d'avoir une saine concurrence et de faire du transfert de risque parce que j'impose aux partenaires de respecter une solution que je lui dicte. En PPP, on va plutôt renverser la situation en disant, voici les exigences de performance que je veux mettre en œuvre et sans nécessairement édicter une solution ou une technologie précise. Alors, il y a toujours cet équilibre qui permet justement aux partenaires privés et son groupe d'amener une innovation dans le projet. Si je ne veux pas limiter l'innovation, il ne faut pas que je lui édicte trop de spécifications. Donc, traduire le besoin, justement, sur la base d'une combinaison d'exigences, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui va nécessiter de recourir à une expertise externe. Mettre en œuvre une gestion, une allocation optimale des risques, c'est la chose la plus importante. Ça va être même la chose la plus importante pour les bailleurs de fonds parce que eux, la première chose qu'ils veulent voir dans un PPP, c'est comment on envisage l'allocation des risques. Est-ce que c'est intelligent de le faire comme ça? Souvent, l'objectif, c'est de transférer un risque à la personne la mieux placée pour le gérer. Puis, dans nos parties prenantes, s'il n'y a aucune partie prenante du secteur privé qui peut gérer un certain type de risque, en général, l'État, et c'est préférable qu'il le conserve. Donc, par exemple, toute la question des parties prenantes des enjeux sociopolitiques, c'est souvent des risques qui sont conservés par le secteur public et les risques techniques, les risques de conception, de construction, des risques d'exploitation ou des risques de maintien-entretien, c'est des risques qu'on va transférer au secteur privé. Et tous les risques qui touchent les risques financiers, bien, dépendant de la manière dont on va monter notre structure de risque, c'est des risques qui peuvent être partagés ou transférés. Et on reviendra peut-être sur des questions plus précises sur ça si on a le temps. Donc, la question tout à l'heure, je parlais des modes usuels. Alors, dans les modes usuels, en général, il y a deux types d'approches qu'on voit. On peut avoir plusieurs noms, mais je vais essayer de l'expliquer. En mode traditionnel, c'est où on va mettre en silo toutes les composantes de vie du projet. Donc, il n'y a aucun lien. Donc, l'État va dire, dans un premier temps, je veux faire une autoroute. Je vais embaucher des spécialistes, des ingénieurs en construction d'autoroutes. Eux, ils vont me dessiner des plans. Une fois que j'ai les plans, je fais un nouvel appel d'offres. Je donne les plans au constructeur.
constructeur, comme je l'avais expliqué, puis après ça, une fois que la construction est terminée, la mise en service, mais là, peut-être c'est moi qui vais exploiter une autoroute à péage ou je vais chercher un exploitant au travers, par exemple, d'une délégation de service public. Mais attention, là, j'ai morcelé les choses, c'est plus un PPP. Une délégation de service public, c'est pas un PPP. Puis on reviendra sur la question des délégations de services publics. Donc, en mode traditionnel, j'ai vraiment concassé mon projet en petits morceaux. Souvent, quand un projet est un petit peu plus complexe, je peux aller dans un mode usuel qui est la gérance. C'est-à-dire que je vais embaucher une entreprise qui va s'occuper de gérer pour l'État les différentes composantes du projet. Donc, c'est déjà un avancement, mais encore une fois, dans ce cas-là, il y a très peu de transfert de risque, il n'y a pas de cycle de vie non plus. Quand on tombe dans les modes alternatifs ou participatifs, alors là, on peut parler justement du clé en main, délégation de services, des contrats de partenariat. Bien là, on a une allocation préétablie des risques, puis on a le regroupement des différentes étapes des composantes du cycle de vie en un seul contrat qui va être un contrat de performance. C'est-à-dire que le paiement ou le remboursement de l'infrastructure va être lié à la capacité de l'infrastructure à remplir les exigences de performance que j'ai spécifiées au contrat. Donc, si j'ai dit, moi, je veux un pont qui me permet 2000 voitures à l'heure de passer, bien, moi, à chaque mois, une fois que la mise en service de l'infrastructure elle est mise en œuvre, bien, je vais payer un montant au partenaire pour le rembourser sur l'infrastructure. Donc, ça amène une dynamique beaucoup plus intéressante pour le privé, pour le secteur public, parce que ça lui permet d'avoir un recours contre son partenaire s'il ne développe pas une solution qui permet d'atteindre les objectifs tels que stipulés justement dans un premier temps dans le dossier d'affaires et par la suite dans le contrat PPP. Donc, ici, j'ai un graphique qui nous permet de faire une récapitulation un peu des différentes étapes qui vont mener à la réalisation d'un projet. Alors, dans un premier temps, bien sûr, il y a une priorisation de projet qui doit être mise en place par le Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres, le leadership politique va devoir prioriser des projets. Les projets qui sont priorisés vont passer à une étape de faisabilité où là, je vais déterminer une portée, une option ou solution immobilière et un mode de réalisation. Et après, selon le mode de réalisation, puis là, ici, on est dans l'univers PPP, bien là, l'État va m'autoriser à faire une adjudication. Puis le PPP ou les modes alternatifs ou participatifs, j'aime mieux parce qu'en anglais, il parle Alternative Procurement, mais dans l'univers francophone, alternatif, c'est quelque chose qui alterne, ça n'a pas vraiment sa signification. Donc, j'aime bien le terme participatif. Pourquoi? Parce que c'est un projet où le secteur privé prend des engagements, prend des responsabilités, accepte des risques. Et donc, c'est pour ça que quand on parle des modes participatifs, bien, il y a une méthode de passation de marché qui va être dédiée à cette façon de faire et souvent, ça passe par un processus en 2 étapes, ce qu'on appelle un appel de qualification, dans un premier temps pour qualifier un certain nombre de consortiums et les inviter à la 2e étape qu'on appelle l'appel de proposition, où là, à l'étape de l'appel de proposition, ils vont déposer une proposition de solution et de structures financières pour financer la réalisation, l'exploitation et le maintien du projet sur le cycle de vie. Donc, normalement, quand on arrive à la fin du processus d'adjudication, bien, là, on va passer à l'étape de la finalisation de la conception. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà déposé dans sa proposition une conception préliminaire, ce qui nous permet de juger de la qualité de la solution. Mais comme on a 3 partenaires, souvent, on va retenir 3 partenaires à l'appel de qualification pour les inviter à l'appel de proposition. Bien, ces 3 partenaires vont être mis en concurrence pour déposer chacun une solution qui leur est propre, toujours dans un cadre bien cadré. Donc, si je veux un pont, ce n'est pas un tunnel que je vais avoir. Donc, ils vont déposer 3 propositions de pont avec leurs particularités, leurs spécificités, et ça sera à nous de faire un exercice pour voir, bien, par rapport à
la proposition financière rattachée à cette solution, quelle est la proposition qui offre la meilleure plus-value pour les fonds publics investis. Et bien sûr, alors il va par la suite, une fois que le partenaire est retenu, finaliser sa conception, faire la construction, faire la mise en service, et après ça, on va passer à l'étape de l'exploitation et le maintien, entretien de cette infrastructure-là, ce que j'appelle la période de monitoring. Donc, qu'est-ce qu'un partenariat public-privé? Bien, dans un premier temps, c'est pas si facile que ça de dire c'est quoi un partenariat public-privé, mais pour moi, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, beaucoup de pays ont des définitions différentes, mais dans l'univers anglo-saxon, parce que le PPP vient de la culture anglo-saxonne, c'est très clair. Donc, c'est un contrat à long terme, OK, par lequel un organisme public associe une ou plusieurs entreprises du secteur privé, un consortium, à la conception, la réalisation, l'exploitation, incluant le maintien et entretien de projets d'infrastructure publique, qui établit un partage des responsabilités, des risques et des bénéfices entre le partenaire public et privé. Bon, quand on parle des bénéfices, parce que souvent, il y a des activités commerciales qui peuvent être intégrées au financement du projet. Donc, par exemple, je construis une route, je mets un péage, bien, j'ai des revenus qui vont venir des utilisateurs. C'est ça qui va permettre en partie de financer l'infrastructure. Puis l'État, lui, va donner la balance au travers de différents modes de paiement. On verra un petit peu plus loin quelles sont les structures qu'on peut mettre en place pour justement faciliter le financement et le remboursement d'une infrastructure. Bien sûr, le contrat, et c'est un contrat de performance, donc il va devoir stipuler des résultats à atteindre pour améliorer la prestation de services aux citoyens. Donc, moi, mes paiements de remboursement de l'État qui sont mensuels à partir du moment où le projet est en exploitation, bien, ils vont être conditionnels aux exigences de performance. Donc, si l'infrastructure elle a des problématiques, des vices cachés qui ne permettent pas d'atteindre certaines exigences de performance, à ce moment-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est appliquer des pénalités à ces paiements de disponibilité. Puis ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir, les partenaires, ils veulent régler les problèmes rapidement parce qu'eux, ils ont besoin de l'argent. Parce que bien souvent, c'est eux qui ont même contracté le financement pour faire le projet. Donc, c'est intéressant parce que dans cette situation de relation à trois, gouvernement, consortium, prêteur ou bailleur de fonds, bien, on se rend compte qu'il y a plus d'intérêts symétrique entre les bailleurs de fonds et l'État, et donc le partenaire privé ou le consortium se retrouve un peu à être obligé de remplir ses obligations parce qu'il est comme dans une camisole de force qui ne lui permet aucun échappatoire. Donc, de telles ententes peuvent s'appliquer à des projets d'infrastructure ou d'équipement et devraient prévoir une participation mixte au financement du projet. Donc, il y a une partie du financement qui va venir du secteur public, il y a une partie du financement qui va venir du secteur privé. On verra un petit peu plus loin quels sont les détails par rapport au financement qui va venir du secteur privé, parce qu'il y a des fonds propres qui peuvent venir du consortium et le consortium va emprunter aussi certains montants d'argent à des bailleurs de fonds. En général, dans les PPP, il faut être en mesure d'élaborer une portée de projet en fonction du cycle de vie anticipé. Donc, c'est la problématique quand on la regarde pour essayer de définir une solution, ce n'est pas de voir aujourd'hui à l'heure actuelle. Comme je suis en train de bâtir cette infrastructure peut-être pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, même dans certains cas, c'est 125 ans. Quand on parle d'infrastructure de pont, par exemple, un pont, ça devrait durer au minimum 120 ans. Bon, des fois, on a des ponts de mauvaise qualité qui ne passent pas au travers du temps, mais si j'investis 500 millions d'euros dans un pont, je m'attends à ce qu'il dure 120 ans. Bon, donc, c'est important de définir les besoins de son projet, pas seulement en fonction du besoin actuel, mais en fonction du besoin sur une période de 20-30 ans. Donc, ça arrive, par exemple, de dire, moi, mon pont, aujourd'hui, j'ai besoin de 2000 automobilistes à l'heure qui passent pour éviter, par exemple, des congestions. Mais dans 10 ans, ça va être quoi? Puis dans 20 ans, en fonction de ma démographie. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le dossier d'affaires parce qu'il va falloir que notre solution soit vraiment
pris en compte sur son cycle de vie. Alors, peut-être que mon pont, il va être conçu pour recevoir des voies additionnelles dans 10 ans, dans 15 ans d'ici. Ce qui fait faire des grandes économies à l'État parce qu'à la place d'être obligé de reconstruire un autre pont, il va pouvoir mettre à jour la capacité de son pont parce que la solution immobilière a été prévue à l'avance pour pouvoir évoluer par rapport aux besoins. Autre élément, c'est bien sûr l'allocation optimale des risques. Il va falloir aussi faire la démonstration de la rentabilité du projet, donc toute la question de la modélisation financière à partir des contributions de l'État, les paiements de disponibilité à l'étape d'exploitation, les revenus qu'on entend tirer de l'utilisation de l'activité. Tout ça va devoir être intégré dans un modèle financier, un peu comme quand on va voir un banquier pour un projet d'affaires. Il va falloir qu'on démontre la viabilité financière du projet sur son cycle de vie. Autre particularité du PPP, c'est un contrat à long terme. Alors, encore une fois, des fois, le cadre réglementaire ne permet pas des contrats de plus de 5 ans. Si on veut faire des PPP, il faut changer le cadre réglementaire, la loi des contrats publics, parce que là, c'est des contrats minimum entre 15 ans et 35 ans en général. Des plus petits projets où l'amortissement n'a pas besoin d'être fait sur 35 ans, souvent, ma période du contrat, c'est la période d'amortissement pour rembourser l'infrastructure. Ce qui permet de lisser aussi mes dépenses publiques sur des plus longues périodes de temps. Donc, ça permet de faire plus de choses en même temps parce que je ne suis pas obligé de financer moi-même le secteur public, les infrastructures dans les 3 ou 4 prochaines années, ce qui va canaliser beaucoup de liquidités et qui m'empêche de faire d'autres projets. Et bien sûr, c'est des contrats de performance parce que le paiement est lié à l'atteinte d'objectifs qui vont devoir être mesurables. Quand je dis mon pont doit permettre de faire passer 2000 automobilistes à l'heure, ça se calcule. Alors, c'est pour ça qu'on parle de contrat de performance. Puis souvent, le contrat de performance, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir aussi des conditions de rétrocession parce qu'on a un contrat, puis on dit, voici, on a une conception, on a une construction, on va avoir une mise en service, l'exploitation, le maintien, entretien. Puis là, j'arrive à la fin de mon cycle de vie, puis là, c'est pas qu'il me retransfère l'infrastructure parce que durant tout le cycle de vie, l'infrastructure appartient à l'État. Mais il en est le gestionnaire. Et donc, à la fin du contrat, il doit nous remettre une infrastructure en bon état. Et donc, il y a des conditions spécifiques à la remise de cette infrastructure en fin de cycle de vie, ce qu'on appelle la rétrocession. C'est une particularité d'un PPP. Ça veut dire que l'État, quand à la fin du contrat de 35 ans, il pourrait dire, c'est moi qui vais en reprendre l'exploitation. Normalement, il devrait en reprendre l'exploitation sans être obligé de refaire des investissements massifs. Parce que moi, dans mon cycle de vie du premier contrat, j'ai prévu qu'elle allait faire un maintien-entretien de cette infrastructure. Les principaux modèles d'affaires de l'univers PPP, ça c'est très anglophone ou anglo-saxon encore une fois, c'est qu'on a souvent tendance à les identifier, ces contrats-là. Alors, on va souvent parler de contrats de conception, construction, financement, exploitation, maintien, entretien. Mais il y a une autre sorte de PPP qui est conception, construction, financement, maintien, entretien. La différence entre les deux, c'est que dans le deuxième cas, il n'y a pas d'exploitation. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui pourrait, dans certains cas, s'il détient une expertise particulière, il y a une société d'État qui en fait l'exploitation. Donc, c'est les deux nuances qu'on voit dans l'univers PPP. Puis, bien sûr, il y a d'autres concepts comme les Build, Own, Operate, Transfer, les Build, Operate, Transfer. Mais ça, c'est un peu des noms qui sont différents du PPP, mais en fait, ils reviennent à la même philosophie du PPP. C'est juste que dans l'univers des pays anglo-saxons, on parle souvent de design, build, finance, maintain. Alors, on précise tout de suite les composantes du projet dans le type de contrat, tandis que dans d'autres univers, on fait du build, own, operate, transfer. Ça revient à la même chose, mais c'est juste une dénomination qui est différente. Alors, pour revenir un peu dans le cycle de vie d'un projet en mode PPP, la première étape de toute chose, c'est la planification. Souvent, malheureusement, cette planification, elle est bâclée.
je dois le dire, et ça amène des problèmes après ça dans tout le cycle de vie. Alors, la priorisation, la planification, c'est de déterminer, priorisons un projet, faisons un dossier d'affaires, faisons une passation de marché. Dans un second temps, une fois que ta passation de marché est faite, ben là, le partenaire, tu vas devoir le laisser finaliser sa conception. Il va gérer la construction, puis dans certains cas de PPP, il va en faire l'exploitation, le maintien, entretien. Puis bien sûr, comme je vous l'avais dit, la période de rétrocession, on arrive à la fin du contrat. À partir de ce moment-là, je repars sur un nouveau cycle de vie. Peut-être que je ferai une gestion déléguée après ça, parce qu'elle est déjà existante, l'infrastructure, donc je n'ai pas besoin d'avoir un PPP qui inclurait une conception-construction. Hein? Ça serait une gestion déléguée. Une particularité du PPP, c'est qu'on va avoir aussi un certificateur indépendant ou un ingénieur indépendant. Il va jouer un rôle très important durant la période de construction puis durant la période de rétrocession. Quand je parle de la période de construction, ça inclut aussi la mise en service parce que le certificateur indépendant est une personne neutre, indépendante, embauchée par l'État, les bailleurs de fonds et le consortium privé, qui est une partie neutre pour dire oui, tout est conforme à l'entente qui a été conclue entre les parties. Oui, tout permet d'atteindre les devis de performance ou encore à la période de rétrocession, 3 à 4 ans avant la fin du contrat, le certificateur indépendant, qui est souvent une entreprise d'ingénierie, va revenir faire un état des lieux pour s'assurer que tout est conforme au contrat. Puis comme le contrat n'est pas encore fini, je vais avoir des recours pour forcer mon partenaire privé à corriger des problématiques le cas échéant. Donc, il y a des mécanismes comme ça, externes, qui viennent aussi cadrer les choses quand il y a des problématiques qui peuvent survenir entre les parties prenantes directement investies au projet. Pour revenir un petit peu sur la passation de marché en mode PPP, bien sûr, ici, je le mets dans son contexte général, un DAI, un dossier d'affaires initial, j'ai identifié une option, je fais une analyse de la valeur ajoutée pour déterminer le mode de réalisation de projet que je veux mettre en œuvre par rapport à une solution, une option retenue. Et une fois que mon dossier d'affaires va être fait, où je vais avoir vraiment bien clarifié ma stratégie d'allocation des risques, souvent, ce qui est intéressant, c'est de faire un sondage ou un appel d'intérêt pour valider informellement ou formellement les paramètres de mon dossier d'affaires afin qu'il soit conforme aux attentes du secteur en tant que tel, des partenaires privés de leur secteur. Parce que si je lance ma passation de marché sur un dossier d'affaires qui ne respecte pas les conditions normales du marché, bien, il est possible que je n'ai pas de saine concurrence à la passation de marché. Donc, souvent, le sondage, l'appel d'intérêt, c'est aussi le moment de promouvoir une opportunité d'affaires pour s'assurer qu'au moment de la passation de marché, on a une saine concurrence. Parce que s'il n'y a pas de saine concurrence, ben, c'est simple, il n'y a pas de négociation qui va être profitable parce que je suis un peu captif d'un seul joueur ou de deux joueurs qui peuvent collusionner. Alors, il faut faire attention à ces choses-là. Et bien sûr, il va y avoir un appel de qualification pour qualifier les consortiums et les inviter à l'appel de proposition. Puis dans mon appel de proposition, ben, il va y avoir une clôture technique et une clôture financière. Clôture technique par rapport à la solution qu'on veut mettre en œuvre, puis une clôture financière par rapport à la manière de financer l'infrastructure et de se, bien sûr, rembourser les parties prenantes ou de partager des bénéfices, parce que souvent, il y a des activités commerciales qui peuvent générer des montants d'argent qui vont être partagés entre l'État et le partenaire. Mais des fois, l'État, il ne veut pas nécessairement partager les revenus parce que c'est un couteau à double tranchant. Si jamais on n'avait pas assez d'utilisateurs tels qu'escomptés, ben, si moi j'ai partagé le risque des revenus, ben, comme État, je vais devoir remettre de l'argent dans le projet parce que je n'ai pas les utilisateurs qui me permettent d'aller chercher les montants qui étaient estimés. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire son dossier d'affaires. Et donc, sur la base, bien sûr, de la proposition retenue, je vais faire un dossier d'affaires final, mon petit DAF en haut. Et comme les dossiers d'affaires initiales et le dossier d'affaires final, c'est un dossier qui est confidentiel pour légitimer la décision politique,
de recourir au PPP puis d'un lien avec un groupe privé pendant 35 ans, bien, je vais émettre un rapport d'analyse de la valeur ajoutée qui va en fait légitimer la décision politique de recourir pour la réalisation d'un projet à l'utilisation d'un PPP. Parce que vous le savez, il y a beaucoup je dirais, en fait, il y a beaucoup de philosophie politique. Il y a des gens qui sont contre les PPP, il y a des gens qui sont pour les PPP. Si on veut éviter d'avoir un débat public sur l'utilisation du PPP, bien, il faut légitimer la décision d'avoir choisi le PPP. Et donc, le rapport d'analyse de la valeur ajoutée, c'est une pratique systématique qui devrait toujours être mise en œuvre. Et donc, ça clôture la passation de marché. Et après, bien sûr, je tombe dans les étapes du cycle de vie, c'est-à-dire la réalisation, conception, construction, exploitation, maintien, entretien. Tu me permets, donc, de t'interrompre rapidement à ce stade. On a une question intéressante de Roméo Tedangap. Si on revient sur le processus dont tu nous as fait part comme résumé, quel est, dans la situation particulière des pays en développement, c'est quoi le rôle des bailleurs de fonds? Là, lui, il mentionne le FMI ou la Banque mondiale ou les banques régionales, comme tu le mentionnais au départ, dans la définition, même dans l'imposition des PPP en Afrique, ou simplement leur influence à différentes étapes du processus, étant donné que la part de financement public pourrait provenir d'une sollicitation auprès de ceux-ci en contrepartie de politiques économiques planifiées. Donc, c'est quoi un peu la situation particulière de ces pays? OK. Bien, la situation, c'est que, bon, on comprend que beaucoup d'États, spécialement en Afrique, n'ont plus les moyens de se payer des infrastructures. Donc, ils n'ont même plus les liquidités pour pouvoir les financer. Ils sont obligés de recourir à des banques de développement. Alors, c'est exactement ça. C'est la Banque mondiale, c'est la BAD. Et donc, eux, leurs intérêts, c'est quoi? C'est d'être en mesure d'améliorer le tissu économique de pays en émergence. Et donc, souvent, eux, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire, ben nous, on a l'argent pour toi, mais tu ne peux pas le faire en mode usuel parce qu'on pense qu'en mode usuel, il y a trop de possibilités que les budgets, les échéanciers ne soient pas respectés. Alors, nous, on a l'argent pour toi. On va prêter l'argent au consortium que tu auras sélectionné au travers de ta passation de marché pour réaliser l'infrastructure. On va te prêter à toi comme État ta quote-part comme partenaire dans la réalisation de cette infrastructure. Et donc, lui, ce qu'il va vouloir, c'est s'assurer, dans le cadre du processus de passation de marché, que les consortiums qui ont participé à l'appel de qualification puis qui sont invités à l'appel de proposition détiennent réellement l'expertise pour réaliser le projet, mais bien le réaliser et être en mesure d'amener l'innovation qui est requise pour avoir un projet qui va bien fonctionner. Donc, souvent, eux, ils vont dire, regarde, nous, on finance les deux. Et donc, nous, ça va être très important pour nous de regarder deux choses. Ta stratégie d'allocation des risques et la qualité des partenaires que tu vas sélectionner pour la réalisation du projet. Donc, ils sont toujours dans le processus, mais plus comme associés de l'État qu'associés du partenaire privé. Parce que les PPP dans les pays, je dirais, en Amérique, souvent, chaque consortium vient avec son propre financier. Tandis que dans les pays en émergence, le consortium va venir sans financier parce que le financier, ça va être le même pour tous. Puis c'est le partenaire de l'État. Vous voyez où je m'en vais? C'est un peu pour reprendre un commentaire ou une question de M. Bolinga qui mentionnait quelle garantie présente ce genre de partenariat dans un pays instable politiquement ou mauvaise gouvernance. Ben, ça va être impossible. C'est justement la raison d'être de l'implication du partenaire international, si je ne me trompe pas. Ben, si un pays est politiquement instable, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune possibilité de faire des PPP. Il faut qu'il y ait une stabilité. Il faut que d'ailleurs, c'est pour ça que les pays en général en émergence
commencent par faire des PPP au travers des banques de développement. Parce que les banques de développement sont prêts à prendre des plus gros risques. De toute façon, ils connaissent beaucoup mieux que les banques privées les partenaires étatiques potentiels. Comme en ce moment, bon, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique du Sud. Ça peut nuire à justement obtenir ces financements-là. Tandis que si on prend d'autres pays, ben, au contraire, politiquement, ça va très bien et donc les bailleurs de fonds sont prêts à prendre les risques. Et aujourd'hui, ils le font comme ça, mais une fois que l'État va avoir contractualisé 3, 4, 5 PPP qui démontrent sa rigueur, qui démontrent son professionnalisme, qui démontrent le respect des conditions dans lesquelles il s'est engagé, ben, à moyen terme, ça va ouvrir la porte à des institutions privées qui vont dire « Hey, ça nous intéresse, nous aussi, de venir investir dans les PPP en Afrique. » Pourquoi? Parce qu'on voit que ça marche, qu'on voit que les États sont capables, ils ont atteint le niveau de maturité nécessaire pour gérer ça eux-mêmes. Mais en ce moment, ça reste un outil qui découle plutôt des banques de développement. Excellent. Ça répond, je pense, très bien aux questions. On va te laisser avancer dans ton discours. On a d'autres questions intéressantes. On va les garder pour un petit peu plus tard. Parfait. Alors, bien sûr, juste quand même pour revenir ici, vous voyez, quand on est à l'appel de proposition, ben, il y a des particularités qui sont liées à l'appel de proposition en PPP. Hein, la passation de marché PPP, c'est qu'il va y avoir des ateliers thématiques, des ateliers bilatéraux avec les différentes équipes des partenaires potentiels. Et donc ça, vous savez, dans les modes usuels, quand on fait des passations de marché en mode usuel, on n'a pas le droit d'avoir un dialogue, puis je ne veux pas utiliser le mot dialogue compétitif parce que ça, c'est lié à une procédure beaucoup plus française et je ne dis pas que les Français ne font pas des PPP, ils en font, mais il y a un dialogue direct entre les responsables ou les représentants du secteur public et les partenaires potentiels. Donc, c'est très important qu'on mette en place des mécanismes qui vont renforcer l'équité, la transparence des processus, parce qu'il y a plus de possibilités de conflit d'intérêts quand je suis en contact direct avec mes partenaires. Et le mode PPP, ben, il fait que je vais mettre en place avec les partenaires qui auront été sélectionnés à l'appel de qualification des ateliers thématiques. Après ça, je vais faire des ateliers bilatéraux. Je vais avoir une salle de documentation électronique qui va gérer toutes les communications entre les parties prenantes durant la passation de marché et qui va mettre à la disposition de tous les partenaires toute la documentation permettant pour eux de déployer la solution immobilière et même le contrat de PPP, parce que le contrat de PPP, c'est l'État qui le développe et qui l'impose à ses partenaires. Bien sûr, des fois, si l'allocation des risques est mal faite, puis que le partenaire, il peut dire, ben non, moi, je n'aime pas ça de la manière dont vous mettez votre allocation des risques. C'est possible que durant le processus de passation de marché, je puisse faire des petits fine-tuning. Mais c'est juste à la fin qu'ils déposent ces propositions parce que toutes les propositions vont être déposées sur la base de la documentation auquel tout le monde a accès. Puis bien sûr, alors on parle d'une clôture technique et d'une clôture financière parce qu'il y a deux volets à évaluer. Puis comme on veut, la clôture financière est souvent basée sur une proposition financière qui est limitée dans le temps. Maximum, je dirais, c'est 100 jours. Bien, évaluer la proposition technique, ça prend plus que 100 jours. Et donc, à ce moment-là, on fait dans un premier temps une clôture technique, puis après ça, dans un second temps, une clôture financière. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir des rôles, des fonctions à la passation de marché qui vont être particulières au PPP. On peut avoir un arbitre des conflits d'intérêts, on va avoir un vérificateur indépendant qui est présent durant tous les échanges bilatéraux ou thématiques entre les parties. Puis bien sûr, on va avoir un certificateur indépendant qui va être là durant la période de réalisation et qui fait partie du contrat de PPP parce qu'il est payé à même les fonds de la réalisation du projet.
Et après, bien sûr, la mise en œuvre d'une stratégie d'acquisition permettant de renforcer la saine concurrence, parce que pour réussir un PPP, il faut qu'il y ait une concurrence. Donc, la stratégie d'allocation de risque est très importante. Mais dans certains cas, comme on a 3 partenaires qui vont déposer 3 avant-projets qui coûtent de l'argent, souvent, on peut décider de leur payer des honoraires compensatoires pour les propositions qui sont soumises et qui ne seront pas retenues. Et ça permet de stimuler le partenaire à vraiment développer une proposition. Maintenant, on ne veut pas lui rembourser tous les frais rattachés au développement de cette proposition-là. Donc, en général, on va lui payer à peu près, je dirais, maximum entre 40 et 50 du coût de la proposition, mais ça permet de dire au partenaire, je reconnais la qualité et l'innovation que tu peux apporter à mon projet. Puis comme il y en a juste un sur les 3 qui va être sélectionné, bien, à ce moment-là, les 2 qui ne seront pas sélectionnés vont avoir peut-être droit à des honoraires compensatoires si on sent qu'il n'y a pas une saine concurrence puis qu'on veut essayer de la mousser. C'est des stratégies, c'est des choses qu'on voit encore une fois dans la formation de CETIEL. Alors maintenant, je vais parler rapidement du financement parce que là, j'en ai plus très pour longtemps. Là, j'en ai à peu près pour 10 minutes parce que je sais que je dépasse un petit peu mon temps, mais ça vaut la peine là, de prendre un petit 10 minutes. C'est que la structure de financement, en général, au niveau du coût de financement d'un projet, le secteur public peut mettre de 30 à 50 de la valeur du projet. Puis le secteur privé, lui, il peut mettre de 50 à 70 de la valeur du projet. Mais de ce 50 à 70 de la valeur du projet, on va toujours requérir à ce que les partenaires mettent des fonds propres à hauteur de 10 à 15 pour qu'ils nous démontrent leur sérieux dans le cadre du projet. Alors, on ne veut pas trop de fonds propres parce que ça coûte cher des fonds propres. Les taux de rendement demandés par une entreprise privée pour amener du cash pour réaliser un projet, bien pour lui, c'est presque, il s'attend à avoir un retour de 20 peut-être sur ses fonds investis. Alors, c'est pour ça qu'on veut juste une tranche, juste symbolique pour dire, regarde, tu vas mettre à 10 à 15 de ton argent dans le projet pour justement le lier, pour démontrer qu'il est sérieux. Maintenant, je passe vite au travers de ça, c'est parce que ça explique un peu toute la dynamique des flux dans un PPP. Alors, bien sûr, on a un contrat PPP entre le gouvernement et une société à vocation unique. Alors, la société à vocation unique, c'est le véhicule utilisé par les entreprises du secteur privé qui se sont regroupées. Ils vont faire une société à vocation unique dans le pays où on veut le faire. Alors, ça peut être une société en commandite, société à vocation unique. En fait, c'est une société qui est bâtie uniquement que pour concevoir, construire, exploiter, maintenir le projet sur son cycle de vie. Alors, toute la dynamique entre le gouvernement et la société à vocation unique va être gérée par le contrat PPP. Maintenant, la société à vocation unique, c'est elle qui va aller emprunter aux prêteurs leur quote-part pour faire la réalisation du projet. L'État, lui, durant la période de conception et de construction, il peut faire des paiements de construction et des contributions. Parce qu'on ne veut pas non plus avoir tout le financement du projet qui vient du secteur privé parce que ça augmente les coûts du projet. Le secteur public, ça lui coûte quand même moins cher emprunter de l'argent à des bailleurs de fonds que le secteur privé. Alors souvent, pour revenir à la question qu'un de nos collègues avait, les prêteurs se retrouvent à prêter la quote-part à la société à vocation unique et une quote-part au gouvernement. Le gouvernement, lui, la réinjecte dans la société à vocation unique en fonction de paiements de construction et contributions durant la période de construction. Donc, à certains jalons, on a atteint tel avancement dans le projet, je vais te faire une contribution ou un paiement de construction. Donc, quand j'arrive à la fin de la construction puis que je fais ma mise en service, je n'ai pas remboursé toute l'infrastructure. J'en ai peut-être remboursé 30 40 au travers de mes paiements de construction et contributions. Et il va y avoir ce qu'on appelle les paiements de disponibilité mensuels en fonction de la durée du contrat. Donc, par exemple, moi, je dis, j'ai un contrat de 35 ans avec toi. Ça t'a pris 3 ans de construire l'infrastructure. Donc, on a 32 ans d'exploitation.
À chaque mois durant les 32 ans, en fonction de l'atteinte des devis de performance, tu vas recevoir le montant de 166 000 $, en plus des revenus escomptés. Donc, les paiements de disponibilité, c'est des paiements qui sont faits par l'État à la société à vocation unique. Donc, la société à vocation unique, elle a aussi investi des fonds propres pour financer ses activités souvent de conception et construction, puis les prêteurs aussi. Et là, la société à vocation unique, souvent, elle a des contrats avec ses fournisseurs. Alors, la société à vocation unique, souvent, sa réaction, c'est de dire « Ah, je peux faire un fast track pour la conception-construction ou moi, je peux faire un clé en main pour la conception-construction de mon projet. » Puis après ça, j'ai mon partenaire exploitation, maintien, entretien qui prend le relais lors du moment où j'active l'exploitation de mon infrastructure. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'État s'est dégagé de ces responsabilités-là. C'est comme si l'État disait, regarde, moi j'ai un contrat PPP, je ne te dirai pas comment faire le projet, on a bien défini nos responsabilités, l'allocation des risques, maintenant toi tu as pris des risques sur la manière de construire, sur la solution proposée, sur l'échéancier à respecter. Si tu n'es pas capable de les respecter, c'est à tes frais. C'est-à-dire que si la société à vocation unique, ça coûte plus cher que prévu, elle ne peut pas se retourner contre le gouvernement. C'est un contrat à coût fixe. Donc, la société à vocation unique, elle a beaucoup de pression sur elle pour être en mesure de mettre en œuvre la réalisation du projet. Donc, l'État, dans un PPP, est beaucoup plus un observateur que quelqu'un directement impliqué. Parce que lui, il a délégué à une tierce partie des responsabilités et cette tierce partie, elle s'est engagée auprès de prêteurs et auprès du gouvernement d'atteindre des objectifs. Et la dynamique fait en sorte qu'une fois que je suis à l'exploitation, là, je vais avoir les revenus d'exploitation faits par l'entreprise d'exploitation, alors le payage sur une autoroute. Les revenus sont canalisés à la société à vocation unique. Puis là, la société à vocation unique, elle va rembourser les prêteurs, rembourser les fonds propres. Puis si les revenus sont partagés entre le gouvernement et l'État, parce qu'on a décidé de partager les risques de revenus, bien là, les activités commerciales, revenus, dépenses, bien là, la société à vocation unique, elle va donner l'excédent au gouvernement. Ou encore, si par exemple, on avait pas assez de revenus de l'exploitation, l'État sera obligé de réinjecter de l'argent parce qu'il a partagé le risque des revenus. Donc, il y a beaucoup de stratégies au niveau de l'allocation des risques, puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais nous, quand on passe 10 jours ensemble dans une formation de CETIM, ben, c'est bien évident qu'on va regarder en profondeur toutes ces stratégies, les impacts, et on va faire de l'analyse de risque, de l'allocation de risque. Il y a des bonnes pratiques qui doivent être développées à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on regarde la comparaison des flux monétaires d'un projet réalisé en mode usuel versus en mode PPP? Bien, vous voyez, la ligne verte, c'est les débours pour réaliser un projet en mode usuel. Bien, on voit que l'État, avant d'arriver à l'exploitation, il a déjà tout payé l'infrastructure. Alors, rendu à l'exploitation, souvent, il n'y a plus de recours contre son partenaire ou c'est plus difficile du moins, mais il a comme pris tous les risques et puis il a tout payé. Tandis qu'en mode PPP, ce qui est intéressant, c'est que l'État, à l'étape de la conception-construction, 1, 2, 3, 4, il ne fait pas tant de paiements. À 4, c'est en doute peut-être des contributions ou des paiements de construction, mais c'est seulement à partir de la mise en service de l'infrastructure où on peut voir qu'est-ce qu'elle permet de faire, que là, on a nos paiements de disponibilité qui vont permettre de rembourser l'infrastructure sur le cycle de vie. Alors, c'est une dynamique que je trouve très intéressante parce qu'on n'est pas pris en otage à avoir tout payé d'avance quelque chose sans savoir si cette infrastructure-là est de bonne qualité, est-ce qu'elle a des vices cachés, est-ce qu'il y a des problèmes de mauvaise qualité de choix technologique, etc.
Alors, les raisons d'être des PPP, ben, c'est d'éviter les dépassements de coûts et d'échéanciers parce que vous le savez, le secteur public, ce n'est pas toujours évident. Quand on regarde les grands projets dans le monde, l'État annonce un budget X, puis on arrive après ça à la réalisation de l'infrastructure, puis c'est le budget Y, puis c'est du kit au double. Alors, on veut éviter ça. Souvent, les échéanciers ne sont pas respectés. Quand les échéanciers ne sont pas respectés, c'est des coûts énormes en plus pour l'État. Parce que c'est 2 d'inflation par année, puis ça va peut-être être même plus dans les prochaines années dans le contexte de la volatilité des marchés actuellement. Donc, transférer certaines responsabilités, risques, obligations de résultats à des partenaires spécialisés. Assurer la qualité des solutions déployées, des services générés et mon Dieu, je ne vois pas, je vais déplacer ma petite fenêtre, et maintien des actifs le cas échéant. Partager les bénéfices pouvant découler d'activités commerciales, hein, et réduire le niveau d'investissement public sur le court terme, alors faire plus avec moins. Quels sont maintenant les profils de projets recherchés? Bien, on parle des projets où les investissements sont importants, comme nous au gouvernement du Québec. Un projet de 50 millions et moins, jamais on le fera en PPP parce que c'est trop cher de faire un dossier d'affaires pour un projet de 50 millions parce que nous, ça nous coûte cher faire les dossiers d'affaires parce qu'ils coûtent très cher les consultants ici. Alors, dans ce cas-là, on va aller vers des projets de 50 millions ou plus. D'ailleurs, notre cadre réglementaire oblige tout ministère à faire un dossier d'affaires pour comparer son mode usuel avec un mode participatif pour voir s'il n'y aurait pas une plus-value à aller chercher. Puis c'est à partir de 50 millions ou plus. La complexité technique, technologique du projet, mais c'est un autre aspect qui va être pris en considération. On fait des PPP seulement pour les projets complexes. Parce que si ce n'est pas des projets complexes, ça ne donne rien de mettre en place toute cette procédure coûteuse parce qu'on pourrait peut-être le faire nous-mêmes en ayant notre propre société de construction gouvernementale. D'ailleurs, bon, je comprends que ce n'est pas tous les gouvernements qui peuvent se doter de ça, mais j'ai besoin de faire des écoles ou j'ai besoin de faire des cliniques médicales. Ce n'est pas des hôpitaux. Je suis capable de moi-même, le ministère des Infrastructures, faire les constructions de ces projets-là moi-même sans recourir à une expertise où j'ai besoin d'une innovation. Par contre, si j'ai besoin d'un barrage hydroélectrique, si j'ai besoin d'un pont qui va être installé à un endroit complexe, bien là, on parle de projets avec une certaine complexité, puis c'est ça qu'on veut faire en PPP. On veut aussi intégrer un minimum de 3 composantes du cycle de vie du projet dans le contrat. Sinon, ça ne sera pas un PPP, ça sera peut-être un clé en main ou d'autres choses, hein? Une gestion déléguée. C'est pour ça, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, ils font une différence entre la gestion déléguée et les PPP. Surtout au Sénégal a une belle politique qui est très claire sur les différences entre la délégation de services publics et les contrats de partenariat. D'ailleurs, ils ont une très belle boîte à outils qui est disponible sur l'Internet où ils ont des modèles, même des modèles sur l'allocation des risques, la modélisation financière. Je les félicite de ça. Bon, le projet, il faut qu'il y ait un caractère autonomiste parce que, étant donné qu'on a transféré des exigences de performance, il faut vraiment que l'infrastructure soit sur l'entier contrôle du partenaire privé. Ce n'est pas un contrôle qu'il peut partager avec une autre entité parce que là, il ne voudra peut-être pas s'engager dans l'allocation de ce risque-là s'il n'y en a pas le contrôle total. Alors, quand on parle du caractère autonomiste du projet, c'est qu'il faut que le projet se tienne par lui-même, qu'il soit autonome. Il faut qu'il y ait un caractère mesurable parce que si on veut utiliser un contrat de performance, encore une fois, faut-il être en mesure de mesurer les exigences de performance? Donc, c'est important d'avoir un caractère mesurable au niveau des exigences de performance. Puis, il faut bien sûr l'existence d'un marché concurrentiel parce que s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de négociation, c'est difficile d'aller chercher une plus-value pour les fonds publics parce qu'on n'a pas de capacité à négocier avec plusieurs groupes. Les projets à ne pas faire en PPP maintenant. Alors, les projets de rénovation, d'agrandissement, de réhabilitation d'installations existantes où il est difficile de distinguer les nouveaux travaux des défauts préexistants ou cachés. Hein. Ça va devenir très compliqué de transférer des risques à un partenaire
d'atteindre des devis de performance s'il rénove quelque chose parce qu'il va dire, c'est pas moi qui l'ai construit, il y a peut-être des vis cachées, je ne le sais pas, puis après ça, c'est moi qui ai pris avec le problème. Donc, souvent, c'est des projets nouveaux qu'on fait en PPP. Ce n'est pas des projets d'infrastructure, de réhabilitation d'infrastructures existantes parce que c'est très difficile d'évaluer les coûts sur le cycle de vie de ce type d'infrastructure. Des projets où certaines activités relatives à l'exploitation doivent demeurer en service lors de la période de réalisation des travaux. Alors ça veut dire quoi? Ben, par exemple, si, par exemple, je veux agrandir un hôpital, puis l'hôpital est en exploitation, j'ai des salles opératoires, puis je veux rajouter des salles opératoires, je ne peux pas le faire en PPP parce qu'il y a trop d'intervenants externes. Premièrement, je suis déjà dans un hôpital qui est en fonction, donc ça devient très compliqué de transférer le risque parce qu'il y a plein d'équipements qui sont déjà existants, etc. Il ne va pas vouloir prendre les risques relatifs aux exigences de performance. Donc, encore une fois, les projets où il est difficile de définir des exigences de performance, on ne fait pas ça en PPP. Puis les projets où il est difficile ou incertain de définir le besoin sur le cycle de vie. Hein? La nature changeante du besoin, incertitude devant le développement rapide de nouvelles technologies, des choses comme ça. On ne veut pas se lier sur un contrat de 35 ans dans une solution technologique si on n'est pas sûr que cette solution technologique, dans 4-5 ans, elle ne sera pas devenue désuète parce que là, tout d'un coup, il y a une nouvelle technologie qui arrive puis qui surclasse les technologies existantes. Alors, ça serait un peu ridicule de s'engager sur le long terme avec un partenaire privé. Puis les projets où il est difficile de lier le besoin public à un groupe privé sur le long terme, 20 ans, 30 ans. Alors, par exemple, nous, au Québec, il y a des domaines où c'est très difficile de faire des PPP, puis un domaine particulier, c'est dans le domaine de l'eau. L'eau, c'est-à-dire tout ce qui va toucher l'eau, parce que le citoyen considère que l'eau, c'est une ressource qui ne devrait pas être sous la tutelle du secteur privé. Alors, politiquement, ça ne passe pas. Alors, peut-être que dans certains pays, ça peut être d'autres choses. Parce que je regarde, par exemple, l'Australie. Toutes les prisons en Australie sont faites en PPP. Puis, il y a des endroits, ce n'est pas possible parce que la population trouve ça, disons, illogique que ce soit le secteur privé qui s'occupe de superviser les prisonniers en prison. Alors, il y a des sujets sensibles comme ça dans lesquels c'est plus difficile de se lier sur des longues périodes de temps avec un regroupement du secteur privé. Alors, en conclusion, l'objectif des PPP, ce n'est pas juste, bien sûr, de réaliser des infrastructures, mais c'est que ça va être important de maximiser les retombées économiques locales. Hein. Ça, c'est important parce qu'on veut que l'investissement public puisse profiter au tissu social existant, pas juste à des étrangers qui arrivent avec leur savoir-faire. Donc, favoriser le réseautage entre les différents acteurs du secteur privé, international et local, c'est très important. Alors, faire des foires, faire des grandes rencontres, où là, des gros joueurs du secteur international peuvent venir rencontrer des plus petites entreprises locales. Puis là, il y a un réseautage qui se met en place. Comme ça, le partenaire, quand il voit qu'un PPP peut se développer quelque part, il y a déjà des assises sur place. Il peut s'appuyer sur des fournisseurs en grue, des équipements. Il peut aller chercher la main-d'œuvre. Donc, il y a toute une dynamique qu'il faut bien tricoter avant de pouvoir lancer des PPP. Et puis assurer une participation et un transfert de connaissances vers les entreprises locales. Parce que, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on dit j'ai besoin de l'expertise externe, mais un jour, j'aimerais bien que ce soit mon expertise locale qui prenne le relais. Et donc, c'est important dans les contrats de PPP d'apporter une attention particulière à ces notions-là pour justement renforcer les retombées locales et non que l'argent arrive et reparte à l'étranger. Et puis, autre danger, c'est dans les pays où on a beaucoup de projets qu'on veut lancer en même temps, ce n'est pas une bonne idée parce que ça crée une surchauffe du marché. Puis là, nos projets, ils coûtent
beaucoup plus d'argent à réaliser parce que je lance trop de projets en même temps. De bien s'entendre aussi avec les pays voisins pour bien séquencer nos projets. Moi, si j'ai besoin d'un hôpital, puis je suis le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire a besoin d'un hôpital aussi, puis les deux lancent un PPP en même temps, ils se torpillent un peu parce que les partenaires du secteur privé vont dire soit je m'en vais au Sénégal, soit je m'en vais en Côte d'Ivoire. Et je ne peux pas être aux deux endroits là, en même temps. Donc, c'est important qu'il y ait un dialogue entre les États qui sont voisins, une zone économique, puis là, qu'il y ait toute une stratégie de déploiement, besoin d'infrastructures, puis tout soit bien ventilé pour justement optimiser l'interaction des joueurs qui vont participer à ces processus de passation de marché. Donc là, c'est la conclusion finale, puis je vous remercie beaucoup de m'écouter. Moi, je pense que la réussite d'un projet est largement tributaire de la qualité des efforts et des ressources consenties à l'étape de planification. Même chez moi, le gouvernement du Québec, ça lui a pris du temps avant de comprendre ça. En fait, ça fait seulement nous, depuis 2006, qu'on a mis en place toutes nos procédures pour renforcer la planification. Puis ce qui nous a fait changer les méthodes de travail, c'est des grands fiascos. Alors, on a eu des fiascos énormes parce qu'on ne mettait pas les énergies aux bons endroits. Puis, un projet qui n'est pas planifié, ce n'est pas un bon projet. Alors, ça veut dire qu'il faut dédier des ressources, de l'argent à la planification avant d'entamer un dialogue avec des partenaires potentiels pour réaliser un projet. Parce que sinon, on n'a pas les assises pour prendre une décision claire. Alors, souvent, ça va nécessiter la mise en place d'un centre d'expertise gouvernementale pour faire du transfert de connaissances vers les nouveaux processus. On a parlé de la gestion du risque, bien identifier la portée d'un projet sur le cycle de vie, la modélisation financière, les études de revenus potentiels d'une activité. Donc, tout ça, c'est important que ça soit encadré par le biais d'un centre d'expertise gouvernementale. Comme ça, chaque ministère va toujours utiliser les mêmes pratiques, puis ça facilite la gestion du portefeuille et ça facilite aussi l'intégration des partenaires privés à nos processus. Parce que ça a un coût de les amener à participer à nos processus. Donc, si on standardise, on diminue les coûts. On ne réinvente pas la roue à chaque fois qu'on fait un projet. Puis ça nous permet de détecter rapidement les problèmes éventuels, les incohérences, les erreurs, assurer que le processus soit constant et cohérent d'un projet à l'autre, puis relever les facteurs qui ont pu influencer la réalisation de projets et tirer les leçons appropriées pour ne pas répéter des erreurs. Alors voici pour ce matin. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation vous aura permis de vous, au moins de préciser un peu plus qu'est-ce que l'univers des partenariats publics-privés. Et je redonne la parole à mes collègues de CETIM. Merci infiniment, Frédéric. C'était extrêmement intéressant. À preuve, le nombre de questions très pertinentes que ça a suscité. Malheureusement, on ne pourra pas passer à travers l'ensemble d'elles parce que, pour des raisons de temps, on n'entendait pas le faire aujourd'hui de toute façon parce que ce cours de 60 heures qu'on offre en présentiel ne peut pas être résumé en seulement 1 heure, malheureusement, mais tu as très bien mis la table sur tout ce qui est le processus relatif propre au PPP, les tenants et aboutissants, les avantages, les inconvénients. Puis je pense que tu as bien souligné à la fin ce avec quoi tu as débuté, c'est-à-dire un PPP, ça fait partie du grand domaine de la gestion de projet. Et puis, dans la gestion de projet comme dans les PPP, meilleure est la préparation, la planification, plus on met les choses d'un côté que tout se passe bien. On va prendre quelques petites questions très, très rapidement, si tu le permets, en guise de conclusion. On a M. Ibrahim qui parle, quelle est la proportion de participation de l'État en général et est-ce que la participation de l'État peut être autre que financière? L'État pourrait fournir des terrains dans certains cas. Oui, il peut y avoir une participation de l'État à différents niveaux. Mais je parle, la contribution de l'État, en fait, c'est sûr que l'État, c'est un projet pour lui, alors il doit la payer, cette infrastructure. Donc, sa contribution au projet, elle est totale. Hein? Mais l'objectif, c'est d'être en mesure d'avoir des infrastructures de qualité
qui permet après, par la suite, d'attirer des investisseurs qui vont venir implanter des usines, qui vont générer de l'emploi. Donc, il y a tout un effet levier. L'État qui ne se dote pas de bonnes infrastructures n'est pas en train de se positionner pour être un leader sur son marché. Donc, mais la contribution de l'État, c'est tous les montants d'argent nécessaires à la réalisation, moins les revenus. C'est juste fait différemment que de dire je paye, j'avance l'argent pour construire la route. Ça va être étalé différemment dans le temps. Oui. L'État finit par le payer l'infrastructure de toute façon. Ben oui, c'est pas une solution magique. Non, non, non. Si aussi on voulait répondre, il y avait une question intéressante qui était au niveau des activités critiques. Pardon, c'est M. Roméo Tedongap qui demandait. Attendez, non, lui, j'avais vu une question. Oui, c'est ça ici. C'est M. Ebonde qui demandait au regard du corpus méthodologique de la gestion de projet en mode de PPP, quels sont d'après vous les points de contrôle critiques à prendre en compte dans le cadre d'une démarche d'audit de ce type de projet? Bien, il y a différents points de contrôle. Il y a une gouvernance gouvernementale, premièrement au niveau de la priorisation d'un projet. Hein. Si un gouvernement ou un conseil des ministres décide de prioriser un projet, bien, il va donner les budgets au ministère pour faire son dossier d'affaires. Donc, le contrôle, c'est quoi? Bien, on veut prioriser un projet, on le priorise officiellement, il est inscrit au plan des investissements en infrastructure, puis après ça, le ministère, avec le centre d'expertise, vont développer un dossier d'affaires. Une fois que le dossier d'affaires est complété et qu'on a une option puis un mode qui est confirmé, on a un nouveau point de contrôle où là, l'État va dire « OK, je vous donne l'autorisation d'aller de l'avant pour faire la passation de marché ». Là, il va faire la passation de marché, il va arriver avec une proposition, mais la base de la proposition va devoir être synthétisée et transmise au Conseil des ministres pour autoriser le ministre à signer le contrat PPP. Alors là, on a un autre point de contrôle. Puis là, après ça, on va avoir une période de flottement où il va y avoir conception-construction ou finalisation de la conception-construction. Puis là, on a une mise en service de l'infrastructure. Alors, une mise en service, c'est encore une fois un moment où le certificateur indépendant va venir confirmer que tout a été conçu et construit tel que spécifié dans la proposition retenue, qu'on atteint les exigences de performance, que les exigences de fonctionnalité, le cas échéant, ont bien été remplies. Puis là, on a une confirmation que tout est conforme, puis là, on part à la période d'exploitation. Mais là, la période d'exploitation, ça va être le monitoring par mois des exigences de performance. Ce n'est plus le certificateur indépendant qui fait ça, c'est le ministère responsable du projet. Alors, lui, il fait sa réédition. À chaque mois, il va s'asseoir avec son partenaire. Il va dire, bon, quel problème tu as eu? Est-ce qu'on a atteint toutes les exigences de performance? Est-ce qu'on a, quelles sont l'utilisation de l'infrastructure par rapport à nos revenus estimés? Là, il y a toute cette réédition qui se fait mensuellement et annuellement. Et on fait ça après ça sur le cycle de vie du projet. Puis là, qu'on arrive à la fin du cycle de vie, on va avoir une rétrocession 3 ans avant la fin du contrat, où là, j'ai encore j'ai 12 paiements 4 fois encore, donc je n'ai pas encore remboursé. Là, j'ai le certificateur indépendant qui revient, qui fait un audit des installations, parce que lui, dans son contrat, ce n'est pas juste d'exploiter, mais c'est de maintenir. L'infrastructure pour qu'à la fin de son cycle de vie, quand on reçoit l'infrastructure, elle soit encore en santé, cette infrastructure. Ce qui est souvent ce qui manque lorsque c'est fait en mode classique, que l'entretien, la route est construite, elle n'est pas entretenue, puis au bout de 30 ans, dans le cadre d'un PPP, on va finir avec une infrastructure qui devrait être au niveau, qui respecte toujours les critères, ce qui ne serait pas toujours le cas dans un mode classique, si je comprends bien. Exactement. Et donc, la réédition, elle se fait sous différentes formes, à différents niveaux, à différents moments. OK. Excellent, Frédéric. C'était extrêmement intéressant. On aurait pu continuer 59